Moi, je m'appelle Brice Mativi. Je suis ingénieur civil physicien de formation et je suis aussi test manager chez British Telecom pour l'instant. Donc, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille vraiment dans l'informatique dans une équipe de développement. En étant, pour la grande majorité de mon temps, où je n'ai pas codé en tant que tel. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant ici dans la présentation. Vous allez voir pourquoi. Et ici, depuis un peu plus d'un an, on a fondé avec mon frère et un autre ami une société qui s'appelle Wild Bishop, qui est un studio de jeux vidéo, mais aussi un incubateur. J'expliquerai un petit peu plus ce dont il s'agit un peu plus tard. Et donc, ça nous a amené à utiliser Unreal Engine donc pour développer notre jeu. Et donc, on a trouvé que c'était un outil vraiment fascinant. Et donc, quand j'ai parlé un peu avec Jérémy, je lui ai dit que ça pourrait être assez sympathique de présenter cet outil-là d'un point de vue de comment on programme sous Unreal, parce qu'il y a parfois des idées un peu fausses sur Unreal, comme quoi c'est compliqué, etc. Et moi, c'est pas trop ce que j'ai vécu, donc je trouvais que c'était intéressant. Et en plus, Unreal n'est pas utilisé que pour la création de jeux, comme Jérémy l'a déjà évoqué. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir un peu tout ça. Donc voilà, à propos de moi aussi, qu'est-ce qui m'a amené aussi à faire du jeu vidéo? Quelque part, c'est un peu le croisement entre le boulot que je faisais dans l'informatique et une passion que j'ai pour raconter des histoires, donc soit sous forme de chansons et plus récemment sous forme de romans. J'ai aussi publié un roman. Et donc, quelque part, créer des jeux vidéo, c'est un peu la synthèse de tout ça. Voilà, voilà. Donc, voilà, je peux partager mon écran peut-être, Jérémy? C'est parti alors. Voilà. On voit mon écran? Oui, ça marche. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis cette image du Mandalorian, si vous avez reconnu l'image sur ma présentation, qui nous suivra un peu tout au long de la présentation, vous allez comprendre pourquoi. Donc à propos de moi, j'en ai déjà un peu parlé, donc voilà, c'est résumé ici. Dans cette présentation, je vais vous évoquer, vu qu'Unreal Engine est un game engine, je vais d'abord vous expliquer un peu ce qu'est un game engine en général, ce qu'on entend par là. Je vais vous parler aussi d'Unreal Engine, mais aussi un peu par le prisme de la société qui le crée, qui est Epic Games, qui fait toute une série de jeux aussi. Et je vais vous parler un peu de la concurrence, donc ce qui existe d'autre comme engine. Je vais parler surtout de Unity, parce que c'est le concurrent principal d'Unreal pour ce genre de choses. Et alors, je vais aborder ensuite, quelque part, le cœur de cette présentation avec comment on programme sous Unreal. Et alors, je vais parler, j'ai un peu fait j'ai un peu écrit ça bizarrement, mais des productions réalisées sous Unreal Engine brièvement. Donc voilà, les game engines. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, quelque part, Unreal Engine, qu'est-ce que c'est? C'est un game engine. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit en fait d'un moteur de rendu temps réel, mais c'est aussi un framework de développement. Et alors, ça s'occupe dans un jeu, ça s'occupe principalement de gérer la physique et la géométrie des objets. Mais en fait, plus ça avance, plus c'est énorme. Et moi, je considère que les game engines comme ceci, ce sont des simulateurs de réalité, en fait. Donc, on est capable vraiment de créer des mondes avec ça, avec leurs propres lois physiques, des manières d'ajouter du son ici et là, etc. Mais c'est vraiment, quand on parle de moteur de rendu temps réel, c'est vraiment ça, on crée un monde dans lequel on peut faire évoluer des choses. Alors, c'est évidemment très pratique dans des jeux vidéo, c'est de là que ça vient. Donc, quelque part, on est capable de faire bouger un personnage qu'on contrôle dans un monde comme ça qui lui-même a, comme je disais, ses propres règles, ses propres personnages, ses intelligences artificielles, ces lois physiques qui permettent que quand on saute, on retombe, quand on lance une balle, elle rebondit, des choses comme ça. Mais c'est utilisé aujourd'hui dans beaucoup d'autres domaines. Donc, principalement, on peut compter l'automobile, l'industrie. Et là, c'est utilisé dans
plusieurs domaines d'application, même à l'intérieur de celui-là, parce que quelque part, pour l'automobile, ce à quoi on pense, on peut faire des showrooms virtuels, donc montrer les voitures qui ont été faites, pouvoir tourner autour, aller à l'intérieur, voire même les essayer quelque part virtuellement. Mais alors, c'est même utilisé un peu différemment maintenant. Ça, c'est utilisé parfois aussi pour voir les pièces de moteur à l'intérieur et être capable d'avoir cette vue éclatée, de pouvoir tourner autour des différentes choses. Je ne sais pas si c'est déjà là, mais on pourrait même imaginer d'avoir des simulations physiques avancées pour représenter vraiment les comportements physiques des différentes pièces des voitures, par exemple. Ce serait un domaine d'application qu'on pourrait imaginer. Alors, c'est beaucoup utilisé aussi dans l'architecture parce que déjà, ça permet d'avoir des rendus extrêmement fidèles à la réalité et à nouveau de pouvoir accéder à n'importe quelle vue extrêmement facilement et même de se balader dedans. Maintenant, avec les casques de VR, par exemple, il y a pas mal de gens qui font ça aussi. On est capable on met son casque de VR, on se balade dans la maison qui va être créée, dans l'immeuble, et ça permet d'avoir une vue très claire de ce qui se passe, modifier même parfois on arrive vers ça maintenant avec les nouveaux modèles, c'est de faire des modifications en temps réel aussi des lumières, de voir un peu ce que ça donne. Donc ça, c'est assez puissant aussi pour les architectes. Et alors aussi, ça c'est un domaine qui a pas mal le vent en poupe parce qu'on a vu plusieurs résultats très impressionnants de ce côté-là, du côté des films d'animation et des effets spéciaux. Donc les films d'animation, par exemple, le dernier Roi Lion, qui avait été refait de manière réaliste, ça a été fait avec Unreal Engine, par exemple. Et donc, l'intérêt pour eux de faire ça plutôt qu'avec une méthode classique de film d'animation, c'est qu'encore une fois, ils laissent le monde derrière vivre sa vie. Donc, on peut imaginer, par exemple, dans la savane du Roi Lion, avoir des girafes, des éléphants, etc., qui ont leur propre logique. Donc, ils savent bien que s'il y a un prédateur qui arrive, ils peuvent partir. Ils savent aussi que la girafe peut très bien avoir comme petit IA de dire, voilà, tous les X temps, je vais aller boire de l'eau. Et donc, ils ont un décor quelque part derrière qui vit sa vie et ils peuvent se permettre de ne pas avoir à gérer ça. Et ils se concentrent sur les acteurs principaux quelque part et ils les font tourner. Donc ça, c'est pour les nouveaux films d'animation. Et alors ici en haut, on peut voir aussi en haut à droite, et d'ailleurs l'image de fond, ça vient de là aussi, ça c'est le Mandalorian. Donc si vous connaissez la nouvelle série de Disney dans l'univers de Star Wars, qui a une réalisation qui est juste incroyable. Et alors, ce qu'ils font là-dedans, c'est qu'ils projettent sur des écrans courbes, derrière les acteurs, le décor. Et le décor, il a l'avantage d'être géré par Unreal et donc d'être temps réel. Ça veut dire que si le réalisateur se dit il me faudrait plus de TIE Fighter derrière, ou bien il me faudrait un Faucon Millennium qui arrive, il peut très bien adapter ça en temps réel et dire voilà, on va rajouter ça vite fait. Parfois, ça peut prendre, j'imagine, beaucoup plus de temps que ça, mais en tout cas, il y a une souplesse là-dedans qui n'est pas le cas pour d'autres systèmes ou quand on est aussi en post-production sur des choses comme ça. Ils ont quelque part quelque chose qui est très, très organique dans la manière de fonctionner. Ils voient le décor qui est là, les acteurs aussi savent dans quel genre de décor ils sont. Et ça change pas mal de choses pour l'industrie des effets spéciaux. Et le Mandalorian, au niveau des effets spéciaux, personnellement, je trouve que c'est juste bluffant, quoi. C'est incroyable de se dire qu'ils ont fait ça de cette manière-là. Et au niveau du scénario, j'aime beaucoup la saison 1, mais la deuxième me laisse un peu sur ma faim. Ils ont à nouveau rajouté des personnages qui viennent des vieux Star Wars. Bon, ça, c'est une aparté, ça n'a rien à voir avec une. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu donc de Epic Games et donc d'Unreal Engine et de sa concurrence. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moteur? Donc, on peut se demander qui développe des engines. Au départ, en fait, les engines s'étaient développés. On parlait même pas vraiment d'engine. En fait, c'était indissociable des jeux qui étaient développés. Donc, dans les très vieux jeux du genre, on peut penser à quoi
je ne sais pas moi, Ultima, prenons Ultima. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui se souviennent de ce qu'est Ultima, mais bon, c'est un jeu des années 80 et 90. Dans un jeu comme ça, en fait, on ne considérait pas vraiment qu'il y avait un moteur. On développait juste le jeu, et une fois que le jeu était fini, on recommençait quasiment à zéro, et voilà, on redéveloppait un nouveau jeu. Fin des années 90 et début des années 2000, on a commencé à voir quelque part à vouloir réutiliser le code des jeux qu'on avait fait. Et donc, cette réutilisation du code a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui des engines. Donc, de nos jours, en fait, quand un jeu vidéo est créé, généralement, il utilise un engine existant. Donc, il y a encore des gens qui créent des engines eux-mêmes. Mais bon, il faut reconnaître que c'est quand même c'est assez rare, et c'est un boulot très complexe et qui arrive malheureusement rarement au niveau de ce qui existe déjà. Sinon, il y a aussi des communautés qui créent des engines comme le Blender Game Engine, donc qui est créé par les gens qui sont derrière Blender aussi. Je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai même jamais ouvert, mais je sais qu'il existe. Alors, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Donc, on pense à Unity Technology, qui crée Unity, qui est aussi un très bon moteur de création de jeux. Et alors, sinon, il y a de gros studios de jeux vidéo qui créent leur propre engine. Et alors, parfois, ça dépend. Parfois, c'est juste un engine propriétaire qui est réutilisé de jeu en jeu, mais qui n'est pas vraiment publié. Mais alors, dans certains cas, comme pour Epic Games ou Crytek, ils permettent à d'autres d'utiliser leur moteur avec différentes modalités. Évidemment, ils ne font généralement pas ça par pure philanthropie. Ils reçoivent aussi des filles, donc ils font payer leur utilisation de différentes manières. Par exemple, Unreal est gratuit si vous ne dépassez pas un certain seuil de rentabilité. Donc, si vous avez envie, vous, de prendre Unreal, vous le téléchargez, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez même modifier le moteur s'il y a des choses qui vous plaisent, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas à l'intérieur. C'est tout à fait possible. C'est open source, Unreal? C'est pas open source. C'est pas open source parce que tu dois payer. Tu t'y connais nettement mieux que moi sur les subtilités de l'open source, mais je ne crois pas qu'Unreal est considéré comme open source. En tout cas, tu peux l'utiliser et tu peux modifier le code d'Unreal pour ton usage, pour ton jeu, etc. Mais tu dois payer si tu dépasses un certain seuil de rentabilité. Je ne Ouais, sais donc pas si ça. c'est probablement incompatible avec une licence open source, en fait, effectivement, puisque l'open source ne peut pas limiter l'utilisation. Donc effectivement, je vois Sébastien dans les commentaires, ce n'est pas l'open source sans des licences open source. Oui, donc Ouais. on a accès, en fait, ça ne doit pas être open source pour avoir accès au code source, en fait. Voilà. C'est ça, Ok, tu as ça accès va. au code source. Tu as accès à tout le code source d'ailleurs, donc tu peux vraiment faire ce que tu veux, mais comme on dit, je ne pense pas que tu considères que c'est de l'open source. Je vois un commentaire de Laurent Linotte, Godot open source. Est-ce que Godot sera un concurrent qui sera en open source peut-être? Je ne sais pas. Je pense, oui. Ok, ça va. Ah non, je ne les connais pas tous, les moteurs. Donc ici, je vais principalement parler des différences entre Unreal et Unity, parce que ce sont les deux moteurs qui sont, je pense, les plus utilisés aujourd'hui. Et historiquement, ils ont fait un chemin assez intéressant parce que quelque part, Unity était réputé être très facile à utiliser, mais avoir des performances qui n'étaient pas forcément terribles. Et Unreal était réputé être très difficile à utiliser, mais d'avoir le top de la performance. Et ils ont fait le chemin l'un vers l'autre. Quelque part, Unreal a fait un long chemin pour arriver à quelque chose d'assez facile à utiliser, et Unity a fait le chemin inverse pour avoir quelque chose d'assez performant. Donc ici, j'ai mon propre slide qui est un peu masqué par par les caméras, mais bon. Voilà, donc on considère que généralement que Unreal a une courbe d'apprentissage plus élevée que Unity encore aujourd'hui. Ceci dit, moi je tempérerais ça un petit peu. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. J'ai pas trouvé que Unreal était si compliqué que ça à apprendre. Peut-être que ça vient justement de cette impression générale qu'Unreal était compliqué à prendre en main, et c'était sans doute le cas avant. Ici, moi, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt facile, en fait.
Donc, du côté de Unity, en tout cas, il a la réputation d'être facile à prendre en main, entre autres parce qu'il utilise du C#, alors que alors qu'Unreal utilise plutôt du C++. Mais je vais revenir là-dessus et c'est moins vrai de nos jours. Donc, au niveau de ce qu'on doit payer, ben, quelque part, Unreal, tout est gratuit. En tout cas, tant qu'on ne fait pas du business avec, tout est gratuit. Par contre, après, oui, il faut payer sur un certain pourcentage sur sur ce qu'on vend si on dépasse un certain nombre de bénéfices. Unity, c'est un petit peu différent. Unity est gratuit. Je pense qu'il y a aussi un fee à payer si on dépasse un certain seuil. Mais alors Unity, si on veut le code source complet, si je me souviens bien, il y a quand même quelque chose à payer. Donc pour le mode avancé, là, on doit payer quelque chose. Unreal a la réputation d'avoir des rendus graphiques plus facilement top niveau, je dirais. C'est pas pour ça qu'on peut pas le faire avec Unity, mais ça demande souvent beaucoup plus de bidouillage pour arriver à quelque chose de correct. Et c'est un peu la grosse différence entre Unity et Unreal. Unity demande quand même souvent beaucoup plus de plugins à ajouter, de choses comme ça. Ça permet peut-être de maîtriser un peu mieux aussi ce qu'on fait, mais c'est au prix d'avoir quelque chose qui est comment dire, voilà, plus bricolé, je dirais. Donc, au niveau du pipeline optimization, donc ça, ce que j'entends par là, à quel point on arrive à utiliser des third parties, genre l'endroit où on va créer ses propres meshs, l'endroit où on va créer ses animations, etc. Généralement, on considère qu'Unreal, une fois que c'est bien mis en place, ça roule et que c'est une machine de guerre, alors que Unity, il reste quand même toujours un petit peu ce côté, voilà, il faut adapter, il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela. Au niveau de la customisation, Unreal est customisable, on peut customiser le moteur, on a tout le code source, mais c'est tout à fait faisable aussi sur Unity. Au niveau de la communauté, aujourd'hui, je pense qu'encore aujourd'hui, Unity a une plus forte communauté que Unreal. Donc, pour trouver des solutions, c'est parfois plus facile sur Unity. Mais la communauté d'Unreal se renforce beaucoup ces temps-ci. Alors, généralement, on considère que Unity est peut-être pas plus mal pour faire du 2D et des jeux mobiles. D'ailleurs, c'est un peu là-dessus qu'ils ont commencé à se faire une place sur le marché. Il faut savoir que Unity, à un moment donné, quand il y avait le début des jeux mobiles, ils étaient quasiment les seuls à proposer des moteurs comme ça qui permettaient d'aller sur l'iOS puis sur Android. Donc, pendant 2 ans, ils ont eu le temps de se faire les dents là-dessus sans personne d'autre, vu que les jeux étaient considérés comme étant quelque chose qui devait se faire sur PC par les grosses boîtes de jeux. Alors que Unreal a la réputation d'être plus taillé pour les jeux 3D. Mais on peut, en fait, les deux moteurs sont utilisables pour les deux, pour du 2D ou de la 3D. Alors, donc Epic Games qui crée Unreal, comment ça s'est passé? En fait, c'était une société qui faisait des jeux vidéo et qui a sorti un jeu qui s'appelait Unreal et puis Unreal Tournament en 98. Et dès le départ, en fait, ils ont eu l'idée que ce moteur, ça allait être quelque chose de très ambitieux et où ils comptaient vraiment faire cette histoire de simulateur de réalité. Dès le départ, c'était dans les plans j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas noté, de la personne qui était derrière le moteur au départ, mais c'était vraiment dès le départ l'idée de créer cette espèce de simulateur de réalité et pas juste de faire le code qu'il fallait pour ce jeu-là précisément, pour Unreal. Donc, ça a évolué depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui et ce qu'on peut voir sur Unreal. Alors aujourd'hui, c'est connu pour des jeux comme Fortnite, pour Rocket League qui a été conçu sous Unreal et puis racheté par Epic. Fortnite, bon, je suppose que vous en avez déjà entendu parler, mais sinon c'est un first-person shooter qui a pas mal de succès auprès des jeunes ados. Et qui est plutôt bien fait, mais assez cartoon comme ça dans son look. Alors, ils sont connus aussi pour avoir sorti Paragon, mais ça, c'est une anecdote intéressante, c'est pour ça que je le mets dedans. En fait, Epic développait en parallèle Fortnite et Paragon. Et Paragon, c'est un jeu qui est quelque part peut-être plus exigeant au niveau de ce qui est créé, au niveau des meshs, etc., donc du rendu. C'est beaucoup plus réaliste que Fortnite, par exemple. Mais au moment où Fortnite a pris son envol, en fait, ils ont arrêté Paragon, qui était quand même un jeu qui marchait et qui était rentable, pour pouvoir mettre les équipes sur Fortnite.
Donc, je ne m'imagine pas à quel point les gens de Paragon ont dû être déçus et avoir des ulcères à l'estomac en se disant « Ouh là là, mon beau projet, en plus avec des graphismes qui étaient merveilleux, beaucoup mieux quelque part, beaucoup plus réalistes que ceux de Fortnite, et je me retrouve en train de faire des skins de bananes, donc des personnages qui ressemblent à des bananes ou à d'autres choses comme ça sur Fortnite. » Ça a dû être un moment assez terrible pour eux. Mais c'était une décision qui était, je pense, d'un point de vue purement business, assez très, très bonne pour Epic, parce qu'ils ont pu avoir ce boom avec Fortnite qui bénéficie aussi à Unreal, en fait. Maintenant, en fait, ils savent plus quoi faire de leur argent et ils mettent pas mal d'argent dans Unreal pour le bonheur des gens qui l'utilisent. Par exemple, je crois que c'est l'année dernière, ils ont racheté la société Quixel. Et Quixel fait quoi? Quixel, elle scanne des décors en 3D. Et Unreal, ils l'ont racheté et ils mettent tout ça gratuitement pour les personnes qui sont sur Unreal. Donc, il y a plein d'assets comme ça gratuits sur Unreal qui nous permettent de faire les décors qu'on veut avec des scans de désert, des scans de montagnes, des choses comme ça, et qui sont utiles pour les gens qui font par exemple des documentaires, enfin des documentaires, peut-être plutôt des films, quoi. Des petits courts-métrages. J'en ai vu un récemment qui a été fait par un Liégeois qui est vraiment très, très chouette, et il n'utilise que des assets gratuits et ça donne super bien. Donc voilà, il y a plein d'autres choses sur Unreal. Par exemple, il y a Hellsblade, enfin, il y a plein de jeux qui sortent sur Unreal et qui sont très, très chouettes. Ici, j'ai un commentaire dans le chat de Oui, Guillaume sur la licence Gears of War. Gears of War. oui, tout à Voilà, fait. il Qui, prononce comme un... qui utilise Unreal. On peut en citer d'autres, hein. Il y a XCOM aussi qui utilise Unreal. Il y avait un remake du jeu Fable qui avait été fait dessus. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et très diversifié en fait dans son look, etc. Souvent, c'est quand même c'est plutôt des jeux 3D hein, sur Unreal. Alors, les spécificités d'Unreal, qu'est-ce qui fait qu'Unreal a ce succès-là? Et qu'est-ce qui fait qui est un peu particulier dans Unreal? Moi, ce qui m'a marqué quand on a commencé à bosser avec Unreal, c'est vraiment ce côté tout en un. Donc, bon, évidemment, pour créer ces objets 3D, par exemple, on les crée toujours à l'extérieur d'Unreal pour les apporter dedans. On crée toujours les animations à l'extérieur, quoique on peut très bien les modifier dans Unreal, mais ça marche quand même moins bien que d'avoir un soft comme Maya ou Blender pour faire les rendus 3D ou bien les objets ou bien les animations. Mais voilà, de plus en plus, c'est un peu un outil pour les gouverner tous, quoi. Donc, ça marche très, très bien. Et alors, il y a peu ou pas de plugins qu'on doit rajouter dessus. Donc, c'est un peu la grosse différence aussi avec Unity. Les gens qui passent de Unity à Unreal, ils sont parfois surpris de ça. Ils n'ont pas besoin de développer leurs petits plugins sur le côté. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Par exemple, nous, sur le jeu qu'on développe, Judgment dans Wild Bishop, on est sur un jeu réseau et on a des petites choses qu'on a dû redévelopper nous-mêmes, mais qui sont simplement dans un peu de C++ qu'on met sur Unreal. Mais on n'a pas dû refaire tout un framework de réseau parce qu'il y a déjà un framework réseau dans Unreal, quoi. Donc, on a dû modifier un petit peu ça pour nos besoins propres, mais c'est déjà là. Et c'est comme ça pour plein de choses, quoi. Il y a Niagara qui s'occupe des effets spéciaux dedans. Il y a un petit tool aussi pour les IA qui existe. Donc voilà, on y trouve vraiment beaucoup de choses. Moi, quand j'ai commencé à bosser dessus, j'étais vraiment surpris. Je me disais, est-ce que ça fait ça? Eh bien oui, ça faisait ça. Ça faisait quasiment tout ce que je voulais que ça fasse. C'était déjà dedans. Donc, on a une deuxième spécificité, c'est le blueprint. Et ça, quelque part, ça va être un peu... Je vais passer pas mal de temps à vous expliquer ça sur cette présentation-ci. Le blueprint, c'est un langage de programmation visuelle. Donc, c'est quelque part des petites boîtes qu'on connecte entre elles avec des nodes. Très pratique quand on n'est pas un développeur féru de C++ pour coder son jeu.
Ça aussi, c'est des avantages, hein, ça n'a pas que des avantages, mais une fois qu'on a un peu de logique pour développer dans Unreal, ce n'est pas très compliqué en fait. Alors, l'autre spécificité, c'est que quand on n'est pas sur du Blueprint, c'est du C++. Et donc, d'un coup, on grimpe un peu dans le niveau de difficulté. On est sur un langage quand même qui est déjà un petit peu plus compliqué et qui est, bon, c'est pas de l'assembler non plus, mais enfin, on est quand même sur un truc qui n'est pas forcément la compétence qu'on trouve le plus facilement non plus chez des développeurs. On a parlé de la qualité des rendus qu'on est capable d'avoir sur Unreal, c'est sa facilité d'interaction avec d'autres tools. Et alors, les asset stores sont quand même très, très sympas. Et alors, moi, de ce que je connais un peu d'Unity, les asset stores d'Unreal sont plus chers. Donc, quand on veut acheter des choses pour faire du prototypage, c'est plus cher. Mais je trouve que c'est aussi qu'on trouve aussi de la qualité qui n'est peut-être pas là chez Unity. Ça, c'est un peu subjectif peut-être. Je dois avouer que j'ai un peu joué avec Unity, mais je ne me prétendrai pas du tout expert de Unity. Je suis d'ailleurs pas forcément non plus un expert de tout ce qui se passe dans Unreal. Je ne connais pas trop mal ce qui se passe en Blueprint, mais je ne me définirais pas comme un expert d'Unreal au jour d'aujourd'hui. C'est tellement vaste que voilà, je pense qu'il faut même plusieurs personnes pour couvrir tout le scope. Voilà. Oui, un petit mot sur Quixel, j'en avais un petit peu parlé, mais voilà un peu le genre de choses que Quixel peut donner. Donc, c'est des scans d'objets et ou de textures. C'est surtout c'est un peu entre les deux, c'est des textures ou des materials, des choses comme ça que Quixel met à disposition. Et voilà, assez rapidement, on peut se retrouver avec des décors quand même très, très sympas. Voilà donc un petit peu pour la concurrence, donc Unity et Unreal. Et les autres moteurs, je ne dirais pas qu'ils sont plus anecdotiques parce qu'il y en a qui sont très sympas aussi. Je pense que le CryEngine fait des choses assez sympas, mais ils sont nettement moins utilisés et je crois qu'ils sont aussi peut-être plus spécifiques aux besoins des gens. Ils sont peut-être moins polyvalents. Mais je les connais moins, donc je vais moins en parler aussi. Je vois un commentaire dans le chat de Julien qui dit que chaque mois sur le marketplace, Unreal fournit des assets gratuits. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est aussi, mais c'est ce que je dis. Je pense vraiment qu'ils ont eu un peu la manne céleste avec Fortnite et que donc ils peuvent se permettre des choses comme ça. Donc ils proposent des jeux gratuits sur l'Epic Store et ils proposent des assets gratuits, tout à fait. Et des assets qui sont gratuits, c'est pas que c'est des trucs dégueulasses, quoi. C'est vraiment des trucs très sympas. Nous, on passe chaque mois, on regarde un peu ce qui se passe sur les assets gratuits et on fait notre petit marché parce que le mois d'après, ils ne le seront plus, mais une fois qu'on l'a, on peut les garder. Et pour faire du prototypage, c'est vraiment très, très sympa. Quand on a une idée de jeu, on peut déjà avoir un rendu très, très chouette qui peut déjà montrer pas mal à quoi va ressembler le jeu, rien qu'avec ça. Je précise juste que tout le monde peut réactiver son micro pour poser une question. Oui, n'hésitez pas, ça ne m'embêtera pas. Donc voilà, je vais passer maintenant sur la partie programmée sous Unreal Engine, donc, qui est un peu le corps de la présentation ici. En tout cas, c'était ce que j'avais highlighté. Et donc moi ici, ce dont je voulais surtout vous parler, c'est le blueprint. D'abord parce que c'est surtout ça que moi je connais dans Unreal, et puis parce que je trouve que c'est franchement une bonne idée d'avoir fait ça dans un moteur de jeu. Pourquoi? Parce que c'est très facile à prendre en main et ça évite pas mal d'erreurs aussi. Donc, c'est quoi le blueprint? C'est un langage visuel complet. Pourquoi j'ai dit complet? Parce qu'on peut on peut faire tout un jeu en fait en utilisant le blueprint. Si on a un peu des petites spécificités, que le jeu est un peu complexe, on va peut-être devoir quand même faire du C++, mais il y a des jeux entiers qui sont faits sous blueprint et ça marche très bien en fait. Donc, c'est un langage comme ça qui permet de connecter. Les fonctions en fait sont représentées par des petites boîtes et on les connecte entre elles et on a comme ça la séquence d'événements qui va se passer sur le jeu. Souvent, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un event qui est déclenché par le moteur. Donc, imaginez, vous devez passer sur une petite boîte et cette boîte vous donne une accélération. Ce qu'on va avoir, c'est un event
qui est créé. Donc, on dit, bah voilà, l'event, si tu passes si tu collides avec la boîte, et ça, c'est Unreal qui gère ça, bah, si tu collides avec la boîte, augmente la vitesse. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, on voit ici, on le voit un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas. Ouais. Oui, oui, on la voit. Par contre, on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Là. Ici, Ouais, c'est c'est ça. fort ombré, quoi. Peut-être que j'ai eu la bonne idée de mettre quand même le slide. Ouais, j'en ai mis un après. Ouais. Bon, j'expliquerai ça sur le slide après, ce sera peut-être un peu plus clair. Mais bon, on a des events comme ça qu'on connecte après à des fonctions. Et les fonctions, bah, c'est ces boîtes qu'on voit ici. Et alors, la fonction peut être quelque chose qu'on a créé nous-mêmes, où il y a déjà toute une foultitude de fonctions dans Unreal. Par exemple, il y a des fonctions qui permettent d'attacher un objet à la main d'un personnage. Alors, on met juste attach to component et c'est parti, on lui met dans les petits nodes qu'on voit ici, on lui met les components auxquels on veut s'attacher. Et donc ça, bah, ça permet évidemment d'apprendre très facilement comment programmer sur Unreal. Il y a vraiment besoin d'aucun prérequis, je dirais, à part d'avoir une bonne logique. Mais alors, voilà, ça permet aussi de se relire très facilement. Donc, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est quand même pas plus mal, en fait, pour se relire, d'être sur du blueprint. Même, c'est pas mal quand même de commenter. On peut commenter aussi en faisant autour de son code. On peut faire une boîte où on met simplement du texte. Mais ça reste quand même toujours facile de suivre les boîtes, quoi, pour aller d'un bout à l'autre. Et je trouve que c'est quand même pas plus mal à relire que du code classique. Maintenant, je sais aussi que les développeurs qui ont vraiment l'habitude de développer trouvent que parfois c'est quand même, pour eux, c'est pas plus mal, mais parce qu'ils ont beaucoup l'habitude d'être aussi dans du coding en texte. Mais en tout cas, ici, je vais dire, on met n'importe qui sur un code blueprint, on va comprendre, enfin n'importe qui a un minimum de connaissance du jeu sur lequel on est, etc., il va comprendre ce qui se passe. Moi, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Et en termes d'interconnexion avec le C++, en fait, tu peux en C++ construire des blocs qui vont être ensuite utilisés dans Blueprint, ou bien tu interagis d'une autre façon? Non, c'est ça. Je vais y revenir un peu après, mais c'est bien ça, quoi. Il y a moyen de faire ce genre de mix entre du C++ et du Blueprint. Et une des manières de le faire, c'est ça, quoi. Oui, c'est d'aller chercher des boîtes comme ça. Alors, oui, j'ai mis menu contextuel. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, simplement, en faisant un clic droit, souvent, ben, on peut trouver la fonction qu'on cherche, quoi. On fait un clic droit, on tape par exemple, ici c'était un spawn emitter at location, ben, clic droit spawn et on va avoir toute une liste de fonctions qui vont s'afficher et on n'a qu'à mettre la petite boîte et c'est parti. Donc, ça donne l'impression d'être très facile comme ça. Je trouve que c'est très facile. Le seul problème, c'est que c'est vaste. C'est vraiment vaste. Donc, c'est un peu parfois ce qu'on reproche à Unreal, c'est que c'est à côté usine à gaz tellement c'est complet. Donc, il y a heureusement des tutos qui existent. Unreal essaie de faire beaucoup d'efforts pour le moment sur leur formation. Je trouve que ça manque encore un peu de formation vraiment officielle de bon niveau sur l'apprentissage du blueprint, etc. Mais on finit quand même par trouver à trouver ce qu'on veut sur la communauté ou sur la doc d'Unreal. La doc d'Unreal a quand même tendance à être un peu lacunaire, ça j'avoue, mais bon, on finit par trouver ces informations. Parfois, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est d'aller, si on veut aller creuser du côté de l'engine lui-même, là, ça devient plus compliqué. Parce que justement, c'est un code C++, parce que ce n'est pas toujours très bien expliqué dans la doc. Donc là, ça demande des compétences un peu particulières pour aller dessus et c'est déjà un autre niveau. Mais pour faire ça, pour faire du scripting, quelque part, c'est très, 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 très bien, très, très puissant. Alors évidemment, ça n'a pas que des avantages parce que je vais y revenir un peu, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on commence à essayer de vouloir faire des maths en blueprint. Mais il faut se rendre compte que dès qu'on met un if, c'est une petite boîte. Dès qu'on met un moins, c'est une petite boîte. Dès qu'on fait un fois, c'en est une autre. Et donc, on peut se retrouver avec beaucoup de boîtes et quelque chose de très, très vaste pour pas grand-chose. Nous, on a dû le faire il n'y a pas longtemps et on va le réécrire en C++. C'était juste une petite fonction qui devait calculer des angles, des choses comme ça. Ça devient très vite l'enfer. Alors qu'en C++, ça prend 3 lignes, quoi. Mais là,
c'est énorme, c'est illisible. Voilà. Par contre, dès que c'est des appels de fonctions, etc., c'est un vrai bonheur. Alors, un autre problème qu'on a avec le Blueprint, c'est que ce sont des assets binaires. Donc, pour ceux qui ont un peu l'habitude des source control, ben, ils voient tout de suite le problème, mais je vais quand même un peu le réexpliquer ici. Quand on est sur du code en texte, comme sur le C++, ben, quand on submit son changement dans un source control, peut-être que je vais réexpliquer aussi ce qu'est un source control malgré tout. Donc, un source control, ça vous permet quelque part d'avoir un traçage de tous les changements que vous faites sur votre code et ça centralise aussi votre code pour toutes les personnes qui travaillent dessus. Ça permet aussi de ne pas faire n'importe quoi, de pouvoir d'avoir des révisions de ce qu'on fait, des choses comme ça assez facilement. Et donc, le source control, ben, il s'arrange pour, quand il y a un changement qui est effectué, il est suffisamment malin pour aller comprendre dans un grand texte de C++, quelque part, ce qui a été changé et si c'est la même chose qui a été, et si c'est un endroit de code différent du commit précédent. Donc là, je ne suis peut-être pas très clair, mais bon, ça va permettre de vous dire que si vous avez fait un changement dans le début de votre code ou à la fin de votre code, il est suffisamment malin pour dire OK, c'est quelque chose qui est, je vais pouvoir revenir sur la partie seulement du code au-dessus ou du code en dessous de mon texte. Donc, ça permet par exemple de faire un revert assez facilement. Imaginez, je me suis trompé tout en haut de mon code, mais la partie du bas, elle est toujours, je la veux toujours. Donc, à la ligne 230, je suis content de mon code, mais à la ligne 12, j'en suis pas content. Ben, le source control il est capable de faire un revert de la ligne 12, mais pas de la ligne 230. Donc ça, c'est évidemment très pratique et ça permet de faire aussi d'ajouter des features assez facilement dans le code, etc. Mais ici, le blueprint est un asset binaire. Ça veut dire que le source control ne va pas pouvoir se dire « Ok, il y a une petite boîte qui a été ajoutée là, et ben, ce n'est pas la même chose que la petite boîte qui a été ajoutée en bas et je revert seulement la petite boîte du haut. » Donc, à ce moment-là, bah, si on veut faire un revert, on doit tout revert. Donc, l'asset est considéré comme un tout indivisible par le source control. Donc, ça, c'est un peu, c'est assez embêtant, surtout quand on commence à bosser à plusieurs sur le blueprint. Donc, la petite solution que nous, on a trouvée, c'est d'avoir des objets relativement petits. Donc, on met des components, qu'on appelle ça dans Unreal, qui se rattachent à l'objet dans lequel on va appeler le code en blueprint. Et ça nous permet déjà d'un petit peu limiter ce problème-là. L'autre problème qu'on avait, c'était quand quelqu'un travaille sur un asset binaire, personne d'autre ne peut travailler dessus. Donc voilà, si le code est énorme, et nous par exemple, le code principal qu'on a, c'est sur notre personnage, si quelqu'un travaillait sur le personnage, ce qui arrivait toujours, et que quelqu'un d'autre voulait travailler dessus, il devait faire une copie locale, commencer à travailler, faire des copier-coller derrière, etc. Et c'était source d'erreur, donc ça c'était assez embêtant. Donc la petite astuce qu'on a trouvée ne marche pas mal avec des components qui permettent à ce moment-là d'avoir des petits assets binaires qui nous permettent donc de ne plus travailler tous ensemble sur le même gros asset. Alors, on entend… Tu sais si Unreal compte faire quelque chose pour faire évoluer ça, justement? Je n'ai rien lu là-dessus. C'est vrai que ça peut être vite handicapant, en fait, quand on travaille. Si en plus il y a des grosses équipes, le travail collaboratif est quand même vachement, vachement important à pouvoir organiser, en fait. Oui, tout à fait. Ici, sur des projets relativement petits comme les nôtres, je dis petits, mais c'est quand même un jeu qui demande quelque chose comme 2 ans à travailler dessus avec plus d'une dizaine de personnes. Mais avec quelques développeurs, ça va, on arrive à s'en sortir comme ça. Mais ce n'est pas un hasard si dans les gros studios, ils développent quasiment qu'en C++. Je pense que c'est la raison principale. Avec ce que je mets en dernier point, la maintenance et les tests unitaires. Parce que là aussi, on peut faire des tests auto sur du blueprint. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais du test unitaire en tant que tel, je n'ai pas vu vraiment comment le faire. Donc en fait, on est obligé de faire des tests auto fonctionnels
qui testent des petites fonctions, mais on n'est pas sur du vrai test unitaire. Donc, il y a une nuance là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'est pas un truc qui doit empêcher de faire du blueprint sur des projets qui sont pas non plus d'une taille phénoménale, mais c'est embêtant. Et du côté maintenance aussi, il y a par exemple, on peut sur du vrai code, je dirais, bon, le blueprint est aussi du code, hein, mais sur du code classique plutôt, on peut utiliser des outils pour tester la complexité du code, par exemple, et vérifier qu'on n'a pas utilisé, qu'on n'a pas copié le même code à plusieurs endroits différents, alors qu'on aurait pu faire une fonction. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas non plus possible sur du blueprint. On peut convertir le blueprint en C++, mais je ne sais pas très bien ce que ça donne comme résultat et si ça aurait vraiment un intérêt de faire ça, parce que forcément, quand on convertit du code comme ça, on arrive souvent avec des choses qui marchent, mais qui sont un peu surprenantes à l'intérieur. Donc voilà, de ce côté-là, c'est un peu embêtant. Alors, il est connu pour être un peu moins performant que le C++, mais là aussi, je crois qu'il y a un peu des confusions dans ce qu'on peut lire sur le net, parce que c'est vrai que c'est un peu moins performant, mais ça n'est pas tant que ça. Et en fait, c'est surtout moins performant quand on est en train de travailler dans l'éditeur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous montrer une petite image de l'éditeur, mais on peut très bien essayer le jeu directement dans l'éditeur d'Unreal qui montre les scènes de jeu, etc. Et donc, quand on essaye le jeu dans ce mode-là, en blueprint, on est moins performant. Mais par contre, derrière, à partir du moment où on a le jeu qui est compilé pour être envoyé, pour être essayé, je vais dire, sur un PC qui n'a pas Unreal dessus, à partir de ce moment-là, c'est peut-être pas tout aussi performant, mais c'est quasiment aussi performant parce que c'est de toute façon compilé derrière de la même manière, ça repasse par du C++. Alors, où c'est moins performant, c'est qu'on peut moins facilement faire des optimisations qu'en C++, visiblement. Voilà. Alors, voilà donc à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, on peut voir ici, donc souvent c'est un peu de cette manière-là dont ça se passe. Il y a un event qui est appelé, et puis on a ici on a plusieurs branches. Donc, on voit le manque de compacité quand même, parce qu'ici, voilà, il y a 3 if, voilà, 3 boîtes. On voit le manque de compacité, mais d'un autre côté, il y a ce côté où voilà, on va utiliser des fonctions toutes faites d'Unreal. On est certain qu'on ne va pas aller faire quelque chose hors des clous, je dirais. Donc, on est, au niveau coding défensif, je dirais, c'est quand même pas mal, parce qu'on encadre beaucoup ce qui est en train de se développer. Donc, on va pas avoir un pointeur qui pointera au mauvais endroit avec un système comme ça, quoi. Donc, ça va éviter des crashs. Donc, ici, ça a cet avantage-là aussi. Certes, on a le côté collaboratif qui est compliqué, on a le côté maintenance qui est peut-être un peu embêtant, mais d'un autre côté, on est très encadré, quoi, quand on fait du blueprint. Alors, moi, j'avais déjà lu aussi quelqu'un qui disait faut faire attention quand même parce que c'est un peu donner les clés de la voiture à quelqu'un qui ne sait pas forcément conduire. Parce qu'en effet, on peut faire des choses ici qui sont quand même des trucs auxquels il faut faire attention, mais avec un peu de logique, on se rend compte qu'il ne faut pas les faire. Mais vu que n'importe qui peut aller dessus quelque part, on peut avoir par moments des surprises. Il y a le célèbre exemple du tic. Donc, le tic, c'est appelé à chaque frame, donc autant que possible, quelque part sur le jeu. Et c'est très facile d'utiliser le tic pour faire plein de choses. Mais ça consomme beaucoup. Donc, c'est un peu un coup classique, c'est de mettre dans le tic une fonction qui est relativement gourmande et avoir son jeu qui finit par avoir des calculs qui montent, et avoir le CPU qui rame derrière. Donc c'est pas parce qu'on est en blueprint qu'il n'y a pas des règles de bonne pratique, mais on est quand même pas mal protégé de gros problèmes de coding qu'on pourrait avoir sur du C++.
que moi je vois parfois chez British Telecom avec ma casquette de test manager. J'ai vu quand même parfois des problèmes avec des très bons développeurs C++. Ben, on avait quand même des crashs et des choses comme ça parce qu'il y a bien un moment où un pointeur est mal assigné et où il ne pointe pas au bon endroit et où on a un bug très, très bizarre ou des crashs, des choses comme ça. Ici, avec du Blueprint, c'est impossible. Ce serait déjà plus difficilement possible aussi avec du C#. Alors, est-ce qu'on peut réaliser de bonnes architectures en Blueprint? Bon, en fait, oui. Parce que finalement, c'est jamais une autre manière de coder, mais ce qu'on apprend, par exemple, sur les programming patterns, ça s'applique aussi en Blueprint. Donc, je pense par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu, euh, au pattern du listener broadcaster. C'est un truc qui est largement utilisé et qui peut tout à fait être utilisé sur le Blueprint. Donc, pour revenir un peu sur ce pattern-là, ça consiste à dire, ben voilà, on a un de nos objets, une de nos classes, par exemple le personnage du jeu. Il y a un event qui se passe. Dans notre cas, c'est un jeu de sport. Ben, imaginons que le personnage du jeu meurt parce qu'il a été. C'est un jeu de sport. Ouais, ça ne semble pas clair comme ça, mais c'est un jeu de sport où on peut taper les gens, donc ils peuvent mourir. Donc, un des personnages du jeu meurt. Et ben, on peut très bien vouloir que plein d'autres acteurs du jeu, qu'on appelle ça, donc il y a que par exemple tous les autres personnages, mais aussi des éléments qui se passent sur l'environnement, réagissent à ça. Et ben, la méthode un peu brute, c'est d'envoyer chaque fois un event sur chacun de ces composants-là. Mais il existe un pattern de développement qui est assez connu, qui est le listener broadcaster, ben, qui consiste à dire, ben voilà, dans les objets qu'on veut avertir, on met une interface, on appelle ça dans Unreal. Et l'interface, ben, elle est là pour dire, si tu reçois cet event-là, tu agis d'une certaine manière. Et ça, c'est tout à fait possible aussi en Blueprint. Donc, ce qui veut dire que, l'exemple que je prends ici, ça montre que on n'est pas obligé de faire du code dégueulasse en Blueprint, en fait. On peut très bien organiser son code et avoir quelque chose de très sympa avec les limitations dont j'ai parlé avant. Moi, pour moi, la principale, et tu le disais à Jérémy, tu as tout de suite vu un peu les problèmes que ça peut causer, c'est ce côté source control. Et alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je n'ai rien vu dans le roadmap là-dessus. J'avais dit déjà. Ah oui, tu l'avais dit. Mais je trouve que c'est un truc qui devrait faire. Euh, Maintenant, ils font quand même certaines choses. J'en parle un peu après aussi. Alors, on a évidemment aussi le côté héritage de classe. Ça reste de l'orienté objet à quelque part. On a, par exemple, nous, on a tous nos personnages. Ils ont la même logique de code, mais ils utilisent simplement des variations à l'intérieur de leur classe, quoi. Et j'ai parlé un peu déjà avant des components. Donc ici, oui, j'ai montré un petit peu, nous, c'est un peu l'architecture qu'on avait prévue à un moment donné pour notre jeu. C'est pour montrer un peu les allers-retours qu'on peut avoir entre les différentes classes qu'on a dans le jeu. Donc il y a toute une série de classes comme ça qui sont quasiment transparentes et auxquelles on touche relativement peu nous-mêmes quand on fait du scripting comme ça dans Unreal, et on peut faire tout un jeu sans avoir besoin d'y toucher. C'est par exemple le game mode. On met du code dans le game mode qui sert quelque part à déterminer les règles du jeu, etc. Mais il y a toute une série de choses qui sont gérées directement par Unreal, quoi. Je pense aussi par exemple au player controller. Le player controller, il va gérer les interfaces entre par exemple la souris du joueur, son clavier, etc. Et quelque part, nous, en tant que développeur d'un jeu, on n'a absolument pas besoin d'aller dire, quand je clique sur ma souris, il faut que l'event soit pris par l'engine et que derrière, on fasse ceci, cela pour l'adapter. Non, ce qu'on dit juste, c'est dans l'engine, voilà, la souris on a appuyé sur la souris, et on veut que quelque chose se passe. Et si on veut changer l'input, c'est très simple. On dit simplement, voilà, maintenant le punch, ce n'est plus sur la souris, c'est sur le P, disons. Voilà. Tout ça est géré par l'engine. Donc, quelque part, ça réduit aussi un peu ce besoin d'avoir
un code hyper bien réfléchi dans les moindres détails parce que l'engine aussi prend déjà en compte plein de choses. Mais comme je disais, on peut très bien avoir quelque chose qui est bien ordonné et bien pensé en blueprint aussi, sur cette partie très scripting. Alors, encore un petit mot sur le source control et le blueprint. Alors, certes, on n'a pas cet outil qui permet de faire un travail collaboratif sympa, mais il y a quand même quelque chose que je voulais highlighter ici, c'est qu'on peut faire un diff. Donc, un diff, c'est quoi? C'est aller vérifier sur une version du code et une version précédente du code ce qui a changé. Donc, ici, je le montre ici. Je ne sais pas si vous avez comme moi les caméras sur le côté droit. Sinon, vous essayez de les bouger peut-être. On peut aussi les réduire. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, ici, quelque part, c'est le même component ou la même classe, Oui. mais où on a fait le ménage entre deux commits. Parce qu'on a déporté tout ce code-là dans un component, et ben on voit, grâce à ce petit outil de diff, ben voilà, ton code, il était comme ça avant, maintenant, il est comme ça. Ça, c'est super pratique quand on est sur un bug chiant, on ne sait pas comment ça a pu avoir lieu, et ben on va chercher avec le diff ce qui a changé, on fait une petite recherche dichotomique pour trouver le commit fautif, et on est capable d'aller chercher vraiment ce qui a changé dans le code, et on se dit ah ben oui, c'est forcément que ça ne peut plus aller parce qu'on a enlevé tel component, tel node par exemple. Donc, voilà. Donc c'est pas totalement dénué d'interaction avec le source control, mais on manque quand même de ce côté. Ouais. Je pense qu'il pourrait en plus arriver, il y aurait des méthodes qui leur permettraient de convertir ça pour être capable de faire comprendre au source control voilà, pour rendre le travail collaboratif plus facile avec source control. C'est pas assez granulaire, quoi, en fait. C'est pas assez granulaire. Ouais. Donc on est obligé de rajouter de la granularité nous-mêmes, mais j'imagine que sur un gros jeu, ce sera un cauchemar, quoi. Un triple A, un truc comme ça, je pense qu'il ne pourrait pas se permettre d'être sur du blueprint, quoi. Même sans compter les problèmes d'optimisation. Oui, je remonte ici, j'aurais dû avancer dans mon slide, ça aurait été plus pratique. Mais enfin bon, ici, on voit peut-être un peu mieux. On voit par exemple le shoot trajectory n'existe plus ici dans la nouvelle version, quoi. Et ça, c'est le diff qui nous le montre, et il nous montre chaque changement qui a eu lieu, chaque changement de variable, etc., qui a eu lieu, de changement par défaut de variable, tout est montré. Donc moi j'utilisais ça aussi pour faire du review de code à un moment donné d'un des développeurs, pour voir par exemple sur la semaine ce qui avait été fait, je me tapais chaque commit pour voir un petit peu, ou chaque commit ou chaque 10 commits, s'il avait beaucoup commité, je regardais un peu. Oui, ça, ce que je voulais montrer, c'était ce que je voulais dire par ce menu contextuel. Donc, là j'ai fait un clic droit sur l'écran et j'ai tapé Attach, et on me dit tout ce que je peux faire qui a à voir avec l'attach. Ça va être très pratique. Et on a un peu la même chose quelque part, si on prend le bout d'une petite boîte, on le sort et il nous propose aussi plein de choses. Là aussi, dans le genre coding assisté, on peut difficilement faire mieux. Alors, voilà, ça, vous aurez Juste au compris que point je de suis vue à faire... timing, Ouais. il est 1h30. Donc, tu avais dit que tu allais faire plus court cette fois-ci. Et j'ai Oh, tu raté. le fais. C'est juste que tu le gardes en tête, en fait. Maintenant, si les gens doivent partir, il y a toujours la vidéo en ligne, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais comme ça, tu le gardes en tête pour ne pas se retrouver quand même se retrouver à passer 2 heures, quoi. Ça va. Ça va, ok. J'ai échoué encore une fois à tenir mon timing. Je suis désolé. Pas de souci. Oui, ici, de toute façon, je peux aller relativement vite dessus parce que je pense que j'ai déjà évoqué un peu le sujet, mais c'est pour vous montrer à quel point ça peut devenir vraiment, vraiment un enfer quand on essaie de faire des maths dans le blueprint. Donc ici, quelque part, je pense qu'on est sur quelque chose comme 2 lignes de code C++, et vous voyez ce que ça donne, quoi. Ça, c'est moins beau.
et on ne s'y retrouve plus et c'est une horreur. Bon, voilà. Il faut mettre des petits commentaires sur chacune des zones, etc. Enfin, c'est pas top. Oui, un mot rapide là-dessus, mais je vais pas m'attarder comme on est en train de, comme on est déjà un peu tard. Mais pour gérer les animations, moi c'est aussi un truc qui m'a fasciné, c'est que en fait les animations sont gérées aussi par des blueprints ou des machines d'état. Et je trouve que c'est vachement bien foutu, quoi. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle des blend space. Moi, voilà, je n'avais pas suivi comment les moteurs fonctionnaient depuis des années, etc. Mais je trouve que ça aussi Unity le fait, hein, par exemple. C'est pas qu'Unreal, mais c'est des trucs assez géniaux parce qu'il suffit de donner deux animations différentes et de dire, voilà, tu vas passer de cette animation-ci à cette animation-là, et quelque part, Unreal s'occupe du reste, quoi. Imaginez, vous avez un personnage qui est debout et vous décidez de le faire courir, ben, même s'il est en train de bouger parce qu'il est debout et qu'on veut lui donner une petite anime sapa parce qu'on ne veut pas le laisser à l'arrêt, et ben, tout va se faire nickel, quoi. Il n'y a pas de gros soucis. Et alors, mieux que ça, il va gérer aussi le fait que le personnage court à différentes vitesses et qu'on lui donne différentes animations pour une vitesse de 100 mètres par seconde ou bien de 10 mètres par seconde. Donc, c'est vraiment des trucs, je trouve que c'est magnifique. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler. Alors, oui, on peut se demander, est-ce que le blueprint, c'est seulement pour le prototypage? Ben, non, mais en tout cas, il ne faut pas faire ce genre de truc si c'est plus du prototypage. Donc, c'est ce que j'ai appelé le syndrome du spaghetti. Donc, vous voyez des spaghettis partout, des trucs. Bon. Tout ça, c'est du code que Wild Bishop m'a permis gentiment de montrer. Mais ceci, par exemple, c'est un truc qui demande un rework si on n'est plus en prototype. Voilà. C'est une zone qui n'est pas vraiment une zone du jeu, mais enfin bon. Alors, je vais aller droit à l'essentiel. Donc, le C++ dans Unreal, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quand ne pas l'utiliser? Est-ce que, quelque part, c'est du C++, mais ce n'est pas C++ si méchant que ça non plus sur Unreal? Et alors, comment utiliser le blueprint et le C++ ensemble? Alors, le C++, on va l'utiliser principalement quand les fonctions n'existent pas. Ça peut encore arriver, même si Epic essaye de plus en plus de mettre toutes ces fonctions dans le blueprint. Alors, comme je l'ai dit, quand les maths sont trop complexes, donc ça, c'est nécessaire aussi. Il y a les optimisations, mais comme je disais, ce n'est pas si peu optimisé que ça, le blueprint, en fait. Donc, c'est plutôt un... Mais par contre, pour la maintenance et le côté travail collaboratif, ça peut vite être un problème si on est des grosses équipes. Alors, quand ne pas l'utiliser, je mets si de la flexibilité est exigée. Et entre autres, par exemple, le coup classique, c'est dans les jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle des game designers. Les game designers, ils jouent beaucoup sur le jeu, ils essayent différentes choses, etc. Et c'est très pratique pour eux d'avoir un petit langage de programmation facile à utiliser parce qu'ils peuvent comme ça prototyper facilement, etc. Et donc, s'ils sont amenés à modifier le code eux-mêmes, même sur les versions ultérieures, c'est quand même vachement pratique d'avoir un langage comme ceci qui évite les erreurs et qui peut aussi, et qui demande après tout seulement de la logique. Donc ça, quelque part, tu avais devancé un peu ce slide-là, Jérémy, mais c'est tout à fait ça. Donc quand on est en Blueprint et C++, un des grands coups classiques, c'est soit de mettre du code qui n'interagit pas avec le Blueprint. Dans ce cas-là, on le met simplement dans une classe qui est après utilisée, où on hérite de cette classe-là et on peut changer des choses en Blueprint. Soit on fait carrément des petites fonctions et qui peuvent après être appelées sur le blueprint. Donc ici, il y a l'exemple, nous, c'est le serveur Kickball. Le serveur Kickball, on voit ici, il y a le code C++, et il est après appelé dans le blueprint. Ils n'ont pas inventé ce genre de langage. Je sais bien que chez Alcatel, par exemple, à une époque, ils utilisaient des langages visuels comme ça aussi. C'est pas récent. Donc, il y avait les développeurs qui utilisaient les boîtes et les développeurs qui créaient les boîtes. Là, ici, il y a un peu le même genre de choses qui est possible. Voilà, j'arrive tout doucement à la fin de ma... J'ai une question ici. Est-ce qu'il est possible Oui. de créer des box pour les maths, par exemple, fixer les variables d'entrée et fixer les variables de sortie?
Oui, Ouais, oui, n'hésitez pas à oui. ouvrir le micro hein, pour poser des questions. Mais oui, donc c'est tout à fait possible, hein. C'est un peu ça l'idée. Ouais, on fait des fonctions avec des variables d'entrée et des variables de sortie. Ouais. C'est ça. C'est ça. Nous, on fait un peu ce genre de choses. On a très peu de code C++, il y a quelque part, mais on en a quand même un petit peu. Donc, on a quelque chose comme 10% de notre jeu, c'est du C++. Mais dans ces cas-là, c'est ça qu'on fait. Ouais. C'est ça. On crée des boîtes avec des entrées, des sorties et c'est parti. Donc, des paramètres d'entrée, quoi, des sorties. Voilà, donc je vais terminer ici avec quelques exemples de production réalisées avec Unreal. Et puis, si j'ai encore l'occasion, je vous parlerai quand même un petit peu de Wild Bishop. Je me rends compte que j'en ai pas vraiment parlé en début, donc je vais prendre la fin. Donc, on a Rocket League. Ça a l'air de rien, Rocket League, si vous avez déjà vu le jeu. Donc, c'est des voitures qui jouent à la balle. Mais en fait, quand on s'y intéresse un peu, c'est vachement bien foutu. Pourquoi c'est vachement bien foutu? Parce que toute leur physique marche super bien. La balle rebondit comme elle doit. Si on prend la balle avec sa voiture un peu plus sur un côté, il y a un petit effet qui se met. Donc tout ça est très bien. Mais pour arriver à faire ça, ils ont utilisé Unreal et eux, ils ont recodé toute une partie de la physique eux-mêmes. Donc c'est là où ils ont fait vraiment un tour de force, mais c'est un très chouette jeu et quelque part c'est un jeu un peu, c'est pas une équipe de fous qui l'a fait, mais c'est assez impressionnant au niveau de la gestion de la physique et du réseau quelque part. Alors le Roi Lion, j'en ai parlé, mais on peut voir un peu le genre quand même de réalisation qu'on peut avoir et avec Unreal Engine 5, ce sera encore plus réaliste que ce qu'on peut avoir. Ce qu'on peut avoir pour le moment, c'est assez terrible. Et alors, on en a parlé, il y a le Mandalorian, dont je suis assez fan, surtout au niveau réalisation, quoi. Donc ici sur l'image de gauche qui est un peu, en background, on voit ce qui se passe. C'est quelqu'un qui filme, et il filme quoi? En fait, il filme l'écran. Il filme l'écran et les acteurs devant. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur jeu. Ils ont probablement un peu de post-prod dessus, mais au niveau du lightning, etc., ils n'ont pas besoin de retoucher ça, de trop retoucher ça derrière, etc. Enfin, ça, visiblement, au niveau production, ça change vraiment, vraiment beaucoup de choses pour eux. En fait, les acteurs jouent dans le décor. En fait, ils jouent C'est sur ça. des écrans. En fait, il y a un C'est écran ça. qui reprend le truc. Et j'avais vu une petite émission là-dessus. Et manifestement, il y a aussi un ingé lumière qui vient en même temps et qui vient éclairer les acteurs Ouais. en temps réel. Et donc là, ça c'est encore tout à fait artisanal en fait. Donc Ouais. éclairer les acteurs pour simplement correspondre à l'ambiance de la scène en fait. C'est ça. Et donc, c'est très différent et c'est très. Par rapport aux méthodes précédentes, genre il y avait des histoires de fond vert, des choses comme ça, ou de refaire des décors derrière qui sont titanesques, ou de devoir faire des décors filmés en extérieur, etc. Ici, quelque part, ils font ce qu'ils veulent sur le background. C'est très impressionnant. Et un commentaire aussi, c'est vrai que ici, ça évite d'avoir des repisses de verre en réflexion sur les acteurs et qui, du coup. Oui, oui, c'est ça. Ou une autre chose que ça évite, si c'est tourné en extérieur, c'est d'avoir voilà, un truc qui est tourné avec la mer derrière et d'avoir quelqu'un qui court prendre un bain derrière. J'avais vu ça une fois voilà. Donc, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver ici. Et ça permet d'avoir évidemment le décor qu'on veut, ce qui pour de la science-fiction est quand même très simple. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais juste parler un petit peu de Wild Bishop avant de terminer. Donc, Wild Bishop, comme je le disais, c'est un studio de jeux vidéo, mais c'est aussi un incubateur. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que si des gens ont des idées de projets de jeux, ils peuvent venir nous trouver. Tous les 6 mois à peu près, on fait des appels à projets et on sélectionne 2 projets qu'on incube. Donc, on les prend avec nous d'abord pendant 2 mois et puis en fonction de comment le projet se passe, on peut étendre ça à 6 mois supplémentaires et on les aide à développer leur propre jeu avec nos infrastructures, nos process aussi, parce qu'on essaie d'être un studio assez carré au niveau des process. Et,
et voilà, donc on essaye de les amener comme ça à pouvoir créer des jeux sympas, parce que dans notre idée, on essaye de se dire que les gens ont beaucoup de bonnes idées ici, mais il n'y a pas grand-chose pour les encadrer là-dessus, et donc de les amener quelque part à pouvoir réaliser leur rêve, si c'est ça leur rêve. Donc, et de créer une industrie du jeu vidéo en Wallonie. Donc voilà un petit peu pour Wild Bishop. Et ce premier jeu dont je parle ici et dont on voyait le blueprint, c'est Judgment, et c'est quelque part notre projet pilote où on s'auto-incube. Et il sort quand? On prévoit une alpha pour septembre-octobre. Ok. Voilà. Ok. Et vous incubez déjà encore des projets ici? Vous avez On a deux commencé projets l'incubation quand? Oui. Ouais. On vient de commencer, donc le premier appel à projet a eu lieu il y a un mois d'ici, quelque chose comme ça. Ouais. Et on incube donc deux projets pour le moment, un projet en VR et un projet de MOBA. Qui sont deux très chouettes projets. On est très content de les avoir. De MOBA, ça je me dis. MOBA, c'est pourquoi MOBA, c'est Mobile Online Multiple Arena, un truc comme ça. Enfin, c'est des jeux à la League of Legends, si vous voyez. Donc, c'est des jeux, quelque part, qui reprennent un peu les codes des jeux de rôle, où il y a des personnages comme ça qui s'affrontent, mais sur une durée très limitée. Donc, 40 minutes. Et c'est des équipes qui peuvent être 5 joueurs, par exemple, qui s'affrontent les uns les autres, et en utilisant, dans le cas de League of Legends, des sorts, des choses comme ça. Je vois ici, Julien, Multiplayer Online Battle Arena. Ouais, voilà. Et alors, question, Wild Bishop, c'est uniquement Unreal? Oui, alors oui, mais quand on incube un projet, durant la phase de proto, on accepte ce qu'on veut comme moteur, comme méthode de développement, mais à partir du moment où on passe en production, on impose Unreal. Ok, ça va. Pour plusieurs raisons, mais parce qu'aussi on essaie de mettre en place un partenariat avec Epic Games. Oui, c'est ça. Et voilà, parce que aussi on se fait notre expertise là-dessus. J'imagine qu'on ne peut pas être compétent, enfin, je veux dire, avoir une équipe qui est en même temps compétente sous Unreal et sous Unity sans avoir une équipe de fou, quoi, en fait. Oui, maintenant, on a des gens chez nous qui ont bossé sur Unity et puis qu'on met sur Unreal, et c'est pas non plus impossible, hein. Mais oui, il y a l'idée quand même de se dire qu'on se spécialise sur un des deux, quoi. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je peux prendre encore une dernière question, puis après on clôture l'enregistrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question éventuellement? Ok, ben, si pas, je vais clôturer l'enregistrement. Merci Brice. De rien.